Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour suivre votre émission de prédilection Synopsis et Magazine de la rédaction de Canal Congo Télévision. Au menu, la décentralisation territoriale en République démocratique du Congo. Décentraliser, c'est démocratiser et associer le peuple aux discussions et à la gestion publique au niveau qui les concerne directement. Mais en République démocratique du Congo, la décentralisation est un processus qui implique plusieurs facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son application sur les terrains. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais cette problématique. Pour en parler, votre émission Synopsis a le réel plaisir de recevoir un habitué de cette émission. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est expert consultant sur les questions de la décentralisation et aménagement du territoire national, ainsi que président de la vision de la nouvelle vision plutôt panafricaine. Bonsoir, M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir, merci pour l'invitation. M. Norbert Yamba Yamba, d'entrée de jeu, la décentralisation territoriale de responsabilité en République démocratique du Congo, comment et pourquoi? Ben, écoute, merci d'abord pour l'invitation. Il faut dire que le pays est grand. Le pays est grand. L'Afrique, dans son ensemble, a 30 millions de kilomètres carrés. Le Congo-Kinshasa, c'est 2 345 000 kilomètres carrés. Et vous savez que c'est le deuxième pays le plus étendu, le plus grand de l'Afrique, après l'Algérie. Mais il faut le dire, la Belgique, c'est 30 fois le Congo-Kinshasa, 80 fois le Congo-Kinshasa. Oui. La France, 4 fois et demi. Luxembourg, c'est 120 fois. Le Rwanda, c'est 100 fois. Je prends Sao Tomé Principe, c'est 2345 fois. Donc, Kinshasa, le Congo-Kinshasa, c'est donc un sous-continent. En tant que continent, il faut véritablement assurer sa gestion. Mais pour bien assurer sa gestion, il faut donc une restructuration géographique, il faut une réorganisation géographique pour permettre à ce que le pays, au lieu que ça puisse justement avoir un seul centre d'impulsion à partir de Kinshasa, etc., qu'on ait plusieurs centres d'impulsion à travers le pays. De manière que, à chaque niveau, on puisse prendre des initiatives, on puisse prendre, n'est-ce pas, des actions qui puissent véritablement booster le développement de ces entités. Et donc, le développement de toutes ces entités va construire la démocratisation du développement national. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, parce que le Congo est grand, on parle de 80 millions d'habitants. En 2035, on sera à 65 millions d'habitants. En 2050, on sera au-delà de 200 millions. Et toutes les prospectivistes disent que nous pourrons même atteindre 400 millions d'habitants en 2100. Alors, si nous ne nous organisons pas maintenant, si nous allons vouloir entendre d'un seul centre qui est Kinshasa au travers son gouvernement, au travers son président de la République, je pense qu'on attendra longtemps. Et donc, il faut organiser le pays de telle sorte qu'il y ait des provinces, qu'il y ait des villes, qu'il y ait des communes, qu'il y ait des secteurs, qu'il y ait des chefferies, qui ont la capacité de prendre des initiatives de développement, arranger la route, construire une école, construire un centre de santé ou un poste de santé. Et qu'à chaque niveau d'atterrissage, reconnu, avoir une personnalité juridique, etc. Et donc, on peut arriver véritablement à booster le développement de la République. Vous l'avez dit certainement, compte tenu de l'immensité du territoire national, vous ne voyez pas qu'il est impossible par une centralisation outrancière d'assurer un développement harmonieux et équitable des provinces? Eh bien, c'est ce que nous avons vu. C'est vrai qu'il y a des pays, effectivement, qui étaient centralisés, qui s'étaient organisés, etc., et qui, véritablement, ont boosté le développement national. Hein? On ne peut pas dire que la centralisation, parce que chaque règle a ses avantages et ses désavantages. Oui. Mais il est vrai que lorsqu'on se trouve dans une nation, dans un pays
qui a une très grande immensité. Il faut essayer d'organiser, il faut essayer de réorganiser l'espace territorial, l'espace géographique, de telle sorte qu'il y ait des morceaux, et que ces morceaux ont des capacités de poser des actes qui sont susceptibles de produire des effets de droit. Prenons par exemple le cas du Congo. Lorsque vous lisez la constitution de notre pays, il y a l'article 3 qui consacre la décentralisation. Et dans cette consécration de la décentralisation, il est reconnu qu'au Congo-Kinshasa, étant donné sa dimension, il faudrait que nous puissions avoir 3 instances de gouvernance. Nous avons 2 pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais nous avons 3 niveaux de gouvernance, 3 paliers de gouvernance. Oui. Il y a au niveau central, il y a au niveau provincial et au niveau local. Et au niveau local, nous avons 4 entités. Les villes urbaines, oui. Les villes. Vous avez les communes, oui. Vous avez les secteurs, vous avez les chefferies. Et donc, même dans une chefferie, on peut avoir des actes qu'il faut poser pour améliorer ou développer véritablement l'entité. Et donc, on va se trouver en situation où, lorsque, par exemple, on est à Kinshasa, on est, par exemple, à Kimbanseke, il y a le gouvernement central qui a des compétences, parce que les compétences sont reconnues, il y a des compétences concurrentes et des compétences exclusives. Le pouvoir central a des compétences concurrentes et exclusives. Le pouvoir provincial a aussi des compétences concurrentes et exclusives. C'est-à-dire qu'à chaque niveau du pouvoir, il y a une répartition des compétences. Mutandis, pour les villes, les communes et les secteurs. Justement, M. Yambayamba, faudra-t-il admettre aujourd'hui que si la centralisation du pouvoir était pour un premier temps pour rétablir l'autorité de l'État, pacifier le pays, assurer sa cohésion nationale ainsi que son intégrité du territoire national, vous ne voyez pas qu'une centralisation trop forte et trop durable risquerait à la longue d'asphyxier plutôt les systèmes économiques, politiques et administratifs du pays? Tout à fait. Le professeur Vundoye, dans une étude qui a été faite, qui a motivé la loi de 1982, avait très bien clairement dit dans ces 2 articles combinés Zaïre Afrique, etc., lui-même ayant assuré le leadership au niveau du ministère de l'administration du territoire, etc., elle avait dit, lorsqu'on veut démocratiser, lorsque on veut aller vers le développement, il faut transformer les centres de répercussion en des centres d'initiative. Oui. Il y avait simplement un seul centre d'initiative qui était le gouvernement central. Imaginez-vous, la province la plus éloignée de Kinshasa, c'est la province du Sud Kivu, c'est 2000 km. Oui. Et lorsque vous arrivez par exemple à Ngweshe, à la chefferie, regardez, vous devez compter quelques kilomètres à partir de Bukavu. Mais écoutez, lorsqu'il faut arranger un petit pont, lorsqu'il faut mettre la toiture dans une école, s'il faut attendre Kinshasa, mais vous entendrez longtemps. Parce qu'il faut avoir un budget, il faut avoir un programme, il faut avoir des moyens, mais le pays lui-même est trop grand. Et donc c'est comme ça qu'il a été démontré, même à la conférence nationale, qu'il est nécessaire qu'on reconnaisse certaines entités d'une certaine autonomie de gestion technique, économique et financière, pour que dans chaque entité, on soit à mesure, n'est-ce pas, d'avoir le budget, d'avoir le programme, la capacité aussi de poser des actes qui améliorent véritablement cette entité. Et donc, la congruence des actions, des initiatives qui doivent être menées au niveau central dans cette entité, les initiatives qui doivent être menées au niveau provincial dans cette entité et au sein de cette entité. Donc, nous avons 3 interventions dans une seule entité. Oui. Et à ce moment-là, on peut booster véritablement le développement de cette entité. Mais c'est Norbert Yambayamba, la nouvelle organisation territoriale en République démocratique du Congo, quelles sont donc ses motivations et sa portée exacte? Mais ces motivations, je vous ai dit, c'est une restructuration géographique qui permet véritablement à donner la capacité à des entités qui sont des espaces géographiques reconnus et à la personnalité juridique à poser des actes qui vont dans le sens d'amélioration. Regardez la ville de Kinshasa, il y a le gouvernement central est ici dans la capitale, etc. Et donc, on aurait pu avoir des gouvernements qui interviennent. Il y a le gouvernement provincial et le gouvernement central. Mais regardez la situation, ça n'a pas l'air de changer. Nous avons mené une étude en 2009, c'était conduite par
j'allais dire, le partenaire au développement. Oui. Vous avez la Banque mondiale, vous avez l'Union européenne, le PNUD, la coopération technique belge, la Banque africaine de développement, etc. On a mené cette étude de combiné et on a fini par comprendre que ce que le gouvernement central devrait envoyer en termes de ressources au niveau des provinces, oui, ça ne représentait sur les 100% des 40%, ça représentait seulement 13%. Les 100% des 40%, ça représentait 13%. Et les provinces, c'est qu'elles devraient recevoir de Kinshasa, sur les 13%, donc les 100% des 13%, on donnait simplement 1,3% au niveau local, c'est-à-dire au niveau des villes, des communes et des secteurs. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire qu'en fait, même ceux qui véritablement prônent la décentralisation n'ont pas encore le cœur dans l'ouvrage. C'est-à-dire, au lieu de rétrocéder véritablement le moyen, encore qu'au niveau local, qu'on puisse aussi évaluer la capacité également de mobiliser des ressources propres dans la perspective d'additionner avec ce qui vient de Kinshasa pour booster véritablement le développement. Et donc, à chaque niveau d'atterrissage, il y a une hémorragie financière. Oui. C'est-à-dire que les gens se complaisent de prendre l'argent et d'utiliser l'argent autrement que ce qui est véritablement demandé. Justement, ces motivations profondes étant clairement définies, il convient de dire à présent en quoi consiste cette décentralisation. Mais à quoi consiste cette décentralisation? Il faut y aller. Mais le comble à l'analyse, et l'expérience assez malheureuse, démontre très clairement que, bon, ce sont les partenaires au développement aujourd'hui qui se battent à longueur de journée pour construire la dynamique de la décentralisation. Oui. Il faut voir combien d'argent, aujourd'hui, qui finance la décentralisation. Vous voyez, il faut voir même l'administration de la décentralisation pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas encore la préoccupation du gouvernement. C'est les partenaires, j'allais dire, les comités interbailleurs qui, véritablement, mettent un peu plus d'argent dans le sens de pouvoir construire des réformes par rapport à cette question de la décentralisation. Il a été mis depuis juin 2009 ce qu'on a appelé le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Oui. Et dans ce cadre, il y a 7 composantes. Et dans ces 7 composantes, on a difficile véritablement à faire avancer la première composante qui est celle d'appropriation de la décentralisation. Oui. Vous l'avez dit quand vous avez défini. Oui. La décentralisation donne la possibilité non seulement aux autorités de faire le travail, mais d'associer la population. Oui. De manière qu'on définisse les problèmes, on définisse les pistes de solutions, on met en commun les moyens d'action et on opérationnalise les projets. Il me semble que cet état des choses n'est pas encore très opérationnel, simplement parce que c'est resté l'affaire des autorités, à la fois centrales, provinciales et locales. Mais comme il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'on a voulu entamer cette loi dans la précipitation? Eh bien, écoute, mais il y a eu un arrangement institutionnel qui a permis véritablement qu'on puisse avoir une mise à niveau, non seulement en termes de précipitation. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites. Il a fallu la mise sur pied de tous les éléments pouvant aboutir à cette... Moi, j'ai travaillé comme consultant dans un projet de la Banque mondiale. Oui. J'ai eu à conduire une équipe de l'administration, notamment de l'administration centrale, en Indonésie, parce que c'est en Indonésie oui. où c'est le pays unitaire le plus décentralisé. Nous avons voulu véritablement voir cette expérience et on est parti, je crois, c'est en 2012. Et quand... non, en 2011, je me rappelle. Et quand on était en Indonésie, on était là, on a fréquenté, on a été dans 17 États pour voir comment ils procèdent. C'est vrai que nous avons été étonnés de voir que le gouvernement central avait une volonté très volontariste de déclencher la démocratisation du développement rural oui. en responsabilisant davantage les activités locales. Et c'est comme ça que 40%, au lieu que ça reste au niveau central, des recettes en caractère national, ça c'est évident, cet argent est rétrocédé aux entités locales, j'allais dire, comme chez nous, le secteur, le chefferie, les groupements, etc. Et 30%, c'est au niveau de la province, et 30% au niveau central. Ça, c'est l'Indonésie. Et on a vu les choses émerger
tantôt la construction des écoles, la construction des centres de santé, la construction des routes, la construction, les bacs, les ponts, etc. Ça, c'est au niveau local. Oui. Et il a été mis en place également un système de recyclage, de formation de tous ces personnels qui, véritablement, devraient soutenir et d'accompagner cette décentralisation. Mais ici, chez nous, c'est pas le cas. On vous dit que non, il faut 40% de retenir à la source. L'article 175, tel n'est pas le cas. C'est pas la retenir à la source. On vous dit qu'il faut rétrocéder. Et quand on rétrocède, on envoie peu d'argent au niveau de la province. Et la province envoie peu d'argent au niveau local. Personne ne contrôle personne. Parce qu'en réalité, le niveau central n'a pas fait ce qu'il devrait faire conformément aux lois et textes réglementaires. Et là, la démocratie est mise en mal. Eh bien entendu. Oui. Parce que la vraie démocratie, c'est celle qui s'accompagne de la décentralisation. Parce que, regardez en France, il y a 36 000 communes. 36 000 communes. J'ai vu des communes, une dame comme Madame Royal, maire d'une ville de 2000 habitants. Mais développée, bien entendu. Oui. Développée. Vous allez, par exemple, moi j'ai été faire le stage aux États-Unis. J'étais à Maryland. La mairie de Maryland, un budget de 5 milliards de dollars en termes de ressources propres. Sans compter les interventions, n'est-ce pas, de l'État fédéral. 5 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la commune elle-même qui véritablement construit des universités. Donc, on sait que les enfants de Maryland, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à Harvard. Eh bien, il faut leur donner la possibilité d'étudier. Et on construit des universités. Vous avez toujours une société de transport qui détermine un prix abordable qui permette véritablement les gens d'être en mouvement. Vous avez des hôpitaux, des cliniques, etc. La capacité aussi de réparer, d'arranger, de construire, les bretelles, etc. Donc, une commune, à elle seule, a la capacité de poser. Une commune signe des contrats ou des partenariats de jumelage avec d'autres entités ailleurs, etc. Mais ici chez nous, je m'excuse beaucoup. Oui. Je m'excuse beaucoup. Ici chez nous, ça pose problème. Ça pose problème parce que, premièrement, les élections locales ne sont pas organisées. Vous savez que les maires sont désignés au niveau central, encore qu'ils font le travail véritablement de ceux qui les ont désignés. Donc, vous allez au niveau de le bourgmestre, le chef de secteur, tous sont nommés. J'ai mené une étude en 2000. Quand j'étais encore à l'université d'Anvers, j'ai fait la ronde des 24 communes de la ville de Kinshasa. Je voulais savoir quelle est l'heure d'arrivée véritablement de bourgmestre. Je me suis finalement rendu compte que le bourgmestre arrive au bureau à 14 heures. Oui. Et vous savez pourquoi? Quand je pose la question, ils disent c'est le moment où les taxataires qui sont dans les marchés reviennent pour déposer l'argent. À ce moment-là, ils viennent juste déposer. Alors, mais pourquoi à 14 heures? Non, le matin, il est en ville. Il est à Gombe, là où ils sont désignés pour déposer un peu d'argent. Et donc, l'argent qui aurait pu servir véritablement pour qu'on puisse arranger le bretelles, de petits ponts entre quartiers, etc. Faire même de petits projets intégrateurs ou fédérateurs entre les différents quartiers. On ne le fait pas. On n'a pas de l'argent. J'essaie d'examiner le montant qui sont prévus dans le budget. Et donc, pendant 10 ans, c'est les mêmes montants, mais on change justement en ajoutant quelques virgules, etc. Et quand je pose la question, quel est le taux d'exécution véritablement de ce budget? Vous allez voir que c'est dans les frais administratifs. On a arrangé le plafond, on a acheté le carburant du bourgmestre, etc. Et combien d'argent vous avez reçu de la ville? Rien, on n'a pas reçu de la ville. Ah donc, la ville n'a pas droit véritablement de contrôler la commune parce qu'il ne donne rien. Elle n'est pas conforme, naturellement, n'est-ce pas, aux lois qui existent. Et Kinshasa également. Ne veut pas. Le rare des cas où, lorsqu'on envoie la Cour des comptes pour aller voir, c'est la Cour des comptes qui devient consultant de ces entités. Non, ne vous en faites pas. J'ai ma maison qui s'est construite à Kinshasa. Il y a une reddition. Je me suis au courant. Il y a une reddition. Alors, attention, je suis en train de vous dire des choses qui sont des choses vraies, sur base d'un scientifique engagé et qui a véritablement visualisé ces choses. La Cour des comptes, qui a la capacité de contrôler les comptes de la République. Lorsqu'elle arrive à province, donc c'est elle qui se met en contact avec les autorités provinciales. N'ayez pas peur, je suis là, montrez-moi les comptes, on va les arranger. Non, mais à condition que vous me donniez l'argent. La Cour des comptes, non seulement elle n'a pas de l'argent,
non seulement il n'a pas de l'argent, non seulement on ne l'équipe pas, mais écoute, ces gens, tous ces magistrats-là, lorsqu'on lui donne une mission, c'est l'occasion également de profiter. Moi, il y a des exceptions, ça c'est évident, il ne faudrait pas que je fasse une généralisation, mais je vous dis qu'en fait, les choses n'ont pas l'air véritablement de marcher. Oui. L'inspection générale des finances, on fait quoi? On fait quoi? Il y a beaucoup de sociétés qui auraient pu véritablement verser de l'argent. Mais puisque vous parlez de cette gestion, je crois que la décentralisation a aussi des caractéristiques. Mais je voulais que vous puissiez nous dire quelles sont les caractéristiques générales des entités des bases décentralisées. La décentralisation a des caractéristiques et la question elle est pertinente. Oui. Premièrement, vous savez, l'autonomie de gestion. Oui. L'autonomie de gestion, c'est la capacité de poser des actes qui sont susceptibles de produire des effets de droit. C'est-à-dire, une personne qui a la capacité juridique doit poser des actes qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir un patrimoine, d'être en justice, d'améliorer ses conditions de vie. Lorsqu'il y a une unité de bit au niveau d'identité, le gouvernement de la République, au travers du ministère qui a compétence, reconnaît, donne la personnalité juridique à ces entités. Aujourd'hui, nous avons des entités décentralisées comme la ville, comme la commune, le secteur, la chefferie. La province a une capacité juridique, a une personnalité juridique, mais n'est pas une entité décentralisée parce qu'il y a deux pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. C'est comme ça que nous sommes organisés. Oui. C'est comme ça que même le pouvoir central ne peut pas neutraliser la province. Mais nous avons connu beaucoup de douleurs d'enfantement liées au manque de culture. Là, ce sont des organes qui disposent les entités. Bien entendu. Alors, pour les organes qui disposent ces entités-là, il y a d'abord autonomie de gestion. Oui. Et cette autonomie de gestion, c'est défend au travers l'acquisition de la personnalité juridique. Oui. Et deuxièmement, il faudrait que l'entité puisse avoir un budget. Le budget, on dirait que cette année, nous allons, par exemple, dépenser 100 millions de dollars, par exemple. Et l'entité a son budget. Troisièmement, l'entité doit avoir des organes. Il y a l'exécutif et l'organe délibérant qui contrôle l'exécutif. Oui. C'est-à-dire, oui, il y a l'Assemblée provinciale, oui. Ça peut être le conseil urbain, si on est au niveau de la ville, etc., où, véritablement, des personnes sont élues comme des conseillers, c'est-à-dire des députés, et qui viennent véritablement travailler pour produire, n'est-ce pas, des lois qu'on appelle des édits, etc., et ils sont capables également de contrôler l'exécutif. Moi, je suis allé à la province en 2010, je pose la question au président, parce que je faisais le monitoring de l'action publique. Oui. Dit, mais vous avez quel budget? Le président de l'Assemblée provinciale est incapable de me dire le budget. Il dit, entendons les questeurs. Et quand les questeurs arrivent, je dis, le questeur, est-ce que je peux savoir votre budget? Il dit, entendez, on va aller dans les papiers. Donc, on ne connaît pas véritablement. Mais c'est même... Non, s'il vous plaît, à cet organe, on reconnaît également une autre compétence importante, celle de contrôler la gestion de l'autorité exécutive provinciale et locale. Tout à fait, mais quand vous ne connaissez pas d'abord le budget, quand vous ne connaissez pas les allocations budgétaires, quand vous ne maîtrisez pas la répartition budgétaire, et vous n'en faites pas profession, comment allez-vous contrôler? Là, c'est un président de l'organe délibérant de la ville. Bien entendu. Bien entendu. Donc, et quand vous posez la question, combien d'argent vient de Kinshasa? On ne connaît pas. Combien d'argent vous produisez localement? On ne connaît pas. À qui incombe la faute? Eh bien, voilà, donc les gens sont dans la distraction. L'essentiel, c'est d'aller chez le gouverneur recevoir son enveloppe. Et ça s'arrête là. Et le gouverneur est auréolé d'un principe d'avoir intérêt à faire tout le même des graines pour y germer bien. C'est comme ça que nous fonctionnons. Parce que les gens vont vous dire, écoutez, mais écoute, la décentralisation, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, ça construit la bourgeoisie comprador, politicienne, budgétivore. C'est vrai, simplement parce qu'il n'y a pas de bons animateurs. Comment je suis dans une entité? Regardez, tu me pensais que c'est 2 500 000 habitants. Oui. La République de Gabon, c'est 1 500 000. On dirait que le bourgmestre de Kimmaseke, c'est comme le président Ali Bongo du Gabon. Mais il faut voir le Gabon. Il faut voir les Gabon. Regardez la Guinée équatoriale. C'est 700 000 habitants. C'est comme le territoire de l'Odja. Mais regardez la Guinée équatoriale. Combien de provinces? Et regardez, République Sao Tomé-Principe. C'est 1000 km². C'est 2000 fois la République du Congo. Mais ils ont des avions. Ils ont des bateaux. Ils sont sur la côte. Mais ils n'ont vu que du poisson.
Mais Mamba, pouvez-vous nous dire, c'est quoi en fait décentraliser? En fait, s'il faut émettre dans une même longueur d'onde avec vous, c'est quoi en fait décentraliser sur le plan économique, juridique et politique? Décentraliser, ça veut dire que le pays est grand. Oui. Essayons de diviser ce pays pour donner à chaque morceau la capacité de poser des actes, desservir des services de qualité à la population. Oui. De manière que les d'entendre seulement de Kinshasa, que déjà à ce niveau-là, il y a une répartition des compétences, il y a une portion de compétences qui doivent être exécutées par l'entité. À ce moment-là, l'entité est capable de poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long, en attendant que Kinshasa, qui est la capitale, intervienne, en attendant que la province intervienne, mais au moins au niveau de l'entité. Moi, je suis allé à Bandundu. J'ai trouvé, dans la commune de Bandundu, là, oui. Le bourgmestre avait déjà acheté 2 voitures taxis qui produisent de l'argent pour la commune. Et je le vis en train véritablement de construire un petit bâtiment. Moi, j'ai dit, ok, ça y est, ne serait-ce qu'en termes de culture. Je vous ai dit que dans beaucoup de pays, ils ont même des sociétés, etc. Ils ont des attributaires qui font des choses. Alors, ici dans la ville de Kinshasa, il y a eu toute une société de transport. J'ai posé la question à des députés. Vous savez combien d'argent c'est généré par cette société de transport par mois? Non, mais personne n'est intéressé. On ne connaît pas combien d'argent généré. Il y a eu des taxis dans cette ville. On en a fait quoi? On en a fait quoi? Et donc, ça pose problème. Est-ce que vous pouvez me dire la moyenne d'argent qui rentre dans DGRK par mois? On ne connaît pas. Voilà comment on est en train de fonctionner dans un flou artistique où le terrain devient très fertile, même des graines pour y germer bien. Et je vous assure, ceux qui aujourd'hui combattent la décentralisation, s'ils savaient véritablement comment fonctionne la décentralisation, écoutez, on avancerait. Combien de fois j'ai vu, à un moment donné, la commune de Massina, elle était en jumelage avec c'est pas Liège, c'est Namur, en Belgique. Oui. Mais on a construit la commune. C'est qu'on nous appelons la coopération décentralisée. Il y a des opportunités. Et c'est sur base de cette coopération, on peut susciter l'intérêt des investisseurs. Qu'adviendra-t-il lorsqu'une entité territoriale est décentralisée et elle se voit reconnaître pour certaines affaires qui lui sont propres les droits de s'administrer elle-même et en disposant d'une certaine autonomie tout en restant soumise au contrôle, bien évidemment, du pouvoir central? Oui, mais c'est justement ce que nous cherchons. Nous sommes un pays. Il faut un cordon ombilical. Il faut l'unité des commandements. Mais qu'on donne la possibilité à tout un chacun, j'allais dire chaque entité, de se mouvoir. N'est-ce pas, d'assumer son leadership et de s'occuper véritablement de son développement. Mais ce n'est pas une sécession. Mais le gouvernement central a des compétences. C'est comme ça que vous avez, par exemple, des services déconcentrés. Ces services déconcentrés sont des services du gouvernement central qui se retrouvent dans les différentes entités décentralisées et qui savent véritablement voir quels sont les rôles et les lois du gouvernement central exécutées au niveau de telle ou telle entité. Donc, nous sommes dans cette répartition des rôles. Il y a un arrangement institutionnel qui permet véritablement la construction de cette dynamique. Mais bon, que voulez-vous? Vous avez un chef de secteur, il a 650 000 habitants, et puis il est désigné. Et on veut lui poser la question. En tout cas, j'en ai vu, hein, tout près de nous ici. Je pose la question, monsieur, quel est votre programme? Et il dit, le programme c'est quoi? Il ne connaît pas. Il a été désigné simplement parce que c'est un militant des partis politiques. Je suis allé dans une commune, j'ai trouvé le bourgmestre. Et le bourgmestre, et cette commune-là, hein, une ville tout proche de chez nous ici, c'est 750 000 habitants. Nous entrons, nous étions des consultants parce que de la banque, et nous étions même avec le maire. Il s'enlève pour nous appeler des patrons. Moi j'ai dit non, je ne peux pas accepter. Toi, tu es bourgmestre, tu es président d'une république. Je m'excuse beaucoup. Oui. Il nous appelle patron. Moi, je dis, comment tu es arrivé? Oh non, j'ai été superviseur dans une école primaire et comme un autre parti a fait une alliance, donc c'est comme ça que moi, j'ai été désigné pour être bourgmestre ici. Mais il ne comprend rien. Quelles sont les 4 décisions que vous avez prises cette année? Décision de quoi, papa? Alors, vous avez déjà dépensé combien? Rien. Oh non, mais moi, je suis là. On m'a donné simplement 1 200 000. Mais écoutez, ça sont des conneries. Donc, avec ça, sincèrement, on peut changer les chefs d'État. On peut changer les ministres.
Tant que les gens n'ont pas la vision, une vision long-termiste, ça veut dire, oui, bien entendu, aujourd'hui on est en train de parler des érosions, des inondations, etc. Quelle est la vision politique? Demain, la ville de Kinshasa aura 25 millions d'habitants. Alors, quelle est la vision en termes de logement? Est-ce que nous aurons des maisons à hauteur ou nous allons rester dans des maisons ordinaires? Alors maintenant, quel est le plan d'aménagement territorial qui nous permette véritablement de visualiser 2100 lorsqu'on aura 400 millions d'habitants? Tout ça, il faut travailler, mon cher ami. C'est comme ça qu'actuellement, dans des pays, c'est comme ça que vous voyez les Occidentaux en train d'avancer, parce qu'ils ont besoin de chercheurs, qui ne sont plus des chercheurs, mais des trouvères. Parce qu'ici, chez nous, c'est la philosophie philosophale. Mais vous l'avez dit certainement que, en fait, au début et maintenant même, que l'étendue du territoire national, l'expansion démographique galopante, ainsi que les impératifs du développement et de l'équipement militent en faveur d'une politique, je crois bien, tendant à rappeler le pouvoir du peuple, je crois, au détriment du pouvoir central. Non. C'est pas le pouvoir au détriment. Non. Il y a conjonction, il y a interaction dynamique, il y a synergie gagnante. Mais c'est un seul pays. Lorsque cela ne s'applique pas convenablement. Mais il faut avoir des citoyens avertis, qui doivent avoir un regard regardant. C'est ça la citoyenneté responsable. Lorsque vous avez par exemple des journalistes qui arrivent à Kimbaseke, ils ne savent pas savoir quel est le budget de Kimbaseke. Et il écrit Kimbaseke ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et il est incapable de visualiser les allocations budgétaires, il est incapable de visualiser l'exécution de ces allocations, il est incapable de dégager les écarts et il dit ça ne marche pas. J'ai vu à un moment donné chez Orgaman ici, il met en place, parce qu'il avait des problèmes économiques, il met de côté les travailleurs et tout le monde faisait des boulets rouges sur Orgaman pour dire non, c'est un mensonge, c'est pas une faillite économique, il voulait simplement mettre le Congolais dehors. Mais personne ne s'est intéressé pour dire il a quel capital et actuellement quel est son bénéfice. Est-ce que le nombre, par exemple, de travailleurs correspondrait en termes de dépenses et donner libre cours à un bénéfice conséquent? On n'y est pas dans cela. On est dans une sorte de vocation émotionnelle, de déclaration martiale, de coups de gueule mégaphonés autour d'un certain nombre de choses, sans y mettre véritablement le fond dans ce qu'on fait. Donc, nous sommes en province. Vous allez voir, par exemple, le ministre du gouvernement central, il dit, je pars en Mbujimayi. Il part en Mbujimayi. Il va faire quoi? Oh non, je vais visiter la province. Mais écoute, arrêtez. Vous visitez la province. Est-ce que vous avez le programme de la province, de cet exercice? Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un chronogramme dans ce programme? Si vous y allez maintenant, au mois de février, qu'est-ce qui a été prévu de janvier à février pour que ça soit réalisé? Mais c'est de tout ça que vous allez visiter. Mais alors, si vous y allez simplement comme un touriste, etc., on vous a informé qu'il y a un endroit en Mbujimayi où on peut bien se réjouir et vous êtes content, vous recevez les gens, vous rigolez. Et ça, justement, il y a un auteur, Mabika Kalanda, qui a dit dans un livre intitulé plutôt La remise en question, base de la décolonisation mentale, qu'au centre du développement, on trouve d'abord l'homme. L'homme des sciences, homme des conceptions et des réflexions, mais bien sûr, les citoyens honnêtes qui, ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à une certaine vertu. Partagez-vous cet avis? Non, Mabika a été l'un de nos génies. Mais croyez-moi, il faut bien l'interpréter. Oui. Cette question, ce n'est pas un problème d'honnêteté. Cette question, c'est un problème technique. Mais par rapport justement à la gestion, je m'excuse. Oui. C'est une question technique. Or, nous avons trop de politique et de technique. Qui n'est pas claire. Je m'excuse beaucoup. Oui. Mais nous avons trop de politique. Tout le monde est politique. Il n'y a pas de technique. Alors maintenant, dans une société, parce que c'est la technique qui change. Aujourd'hui, tous ces pays qui se disent développés, ils sont développés au travers de leur technologie, etc. Nos universités, d'ailleurs, ce sont des productrices, des chômeurs de luxe, des abrutis fonctionnels, des perroquins, quoi. Des répétiteurs et des récitateurs, qui n'ont aucune importance, aucune utilité sociale. Il aurait lieu d'un prestige d'avoir des parchemins, mais absolument rien en termes d'impact pour booster la société. Oui, et donc, Mabika, nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission, mais c'est Norbert Yamayamba. Que faire pour que la décentralisation soit effective en République démocratique? Non, mais la première chose, et je suis heureux, par exemple, de faire partie des équipes de beaucoup de partenaires extérieurs qui interviennent, etc. Mais aussi,
celui qui véritablement est toujours en contact avec le gouvernement congolais. J'ai fait le 25 pays, le 25 provinces plus la ville de Kinshasa. J'ai compris en définitive que la décentralisation est restée plus le problème de bailleurs de fonds que du gouvernement de la République. Or, la décentralisation corrige et permet véritablement au pays de respirer, d'être oxygéné. Il faut donc que le gouvernement de la République, en tout cas avec le nouveau régime, etc., prenne ses responsabilités pour conduire et affirmer son leadership autour de cette question. Il ne faut pas que la décentralisation soit l'affaire des bailleurs. À un moment donné, les bailleurs sont fatigués. Ils ont donné l'argent, même pas les élections locales ne se réalisent pas. Et alors, vous allez laisser votre pays seulement aux étrangers. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, écoutez, lorsqu'on fait les choix, il faut qu'on arrête véritablement ce genre de scénario où on envoie n'importe qui étant n'importe comment au Parlement, etc. Parce que ça, c'est un danger public. Et comment on pouvait véritablement prendre quelqu'un, même s'il a un diplôme, mais il ne comprend rien, il n'est pas familiarisé, n'est-ce pas, aux éléments, n'est-ce pas, de la législation, etc. Et puis bon, vous l'envoyez. Ils vont commencer à faire des incantations, etc. Et ça s'arrête là. Ils ne contrôlent rien. Vous avez vu l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale, mais il fait des recommandations. Avez-vous déjà vu le suivi au niveau de l'exécutif pour voir véritablement ce qui a été prévu, ce qui a été réalisé? Rien du tout. Donc on est dans des formalités d'usage. Troisièmement, j'ai dit, mais pour reprendre Mabouka Kalenda, faisons ce que nous pouvons. La France a 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Le Congo n'a que 4 milliards. Et vous voulez le comparer à la France. Parce que la France a un Sénat, a une Assemblée nationale, et donc le Congo doit avoir un Sénat composé de 108 personnes qui sont véritablement des chômeurs budgétivores, qui sont là payés aux frais de l'État et qui veulent vivre comme de petits anges au ciel. Il faut arrêter ces choses-là, des complaisances, etc. Encore que, au niveau des provinces, des personnes qui véritablement doivent gérer ces provinces-là, doivent se considérer comme des présidents des républiquettes, avec une puissance du savoir. C'est pas n'importe qui ramasser n'importe quand parce qu'il amène un diplôme dévalué, etc. et qu'on responsabilise. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une expérience, qui ont une culture exigeante et qui sont capables véritablement d'animer les autres. Ils sont des animateurs principaux. Moutantis, au niveau de la commune, au niveau de la ville, au niveau des secteurs. Il faut qu'à chaque niveau, même au niveau de la chefferie, qu'on ressente la présence véritablement des chefs de chefferie, qu'on ressente la présence des échevins. On a besoin de tout ça. Encore que la population s'implique. Et pour que la population s'implique, il faut une appropriation. Et cette appropriation passe par la sensibilisation. Encore que cela soit véritablement la volonté volontariste du gouvernement de la République au travers des médias, publics et privés, et mettre des moyens, permettre l'émission, rassembler les gens, les permettre véritablement de s'engager dans la définition des problèmes et de plus de solutions. Puisse le propos de M. Norbert Yamayama nous aide vraiment à efflairer les différents problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique. Merci.